Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Jusqu'à 16h aujourd'hui, on continue de vous éclairer sur les nouvelles dispositions de la loi de finances 2013 avec Mohamed Lahiani, expert comptable, commissaire aux comptes. Si vous venez de nous rejoindre, on va peut-être juste redétailler sur quoi on est passé, mais très rapidement sans rentrer dans les détails. Donc on a parlé des l'IS d'un taux réduit de 10% pour le bénéfice fiscal inférieur à 300 000 dirhams. Bénéfice, on a parlé, donc on a parlé de prolongation de l'exonération de l'IR pour les stagiaires plafonnés à 6 000 dirhams entre le 1er janvier 2011 et 31 décembre. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Les stagiaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé de l'âge des enfants à charge des contribuables. Exactement, jusqu'à 27 ans. Voilà, donc 30 dirhams par mois plafonné à 6 ans, enfin 180 dirhams par mois, et là j'ai relevé de 25 à 27 ans. Voilà. On a les droits d'enregistrement qui sont passés plafonnés à 500 000 dirhams, enfin qui sont passés à un taux fixe de 1000 dirhams, plafonné sur un base, c'est-à-dire l'augmentation de capital ou l'apport à 500 000 dirhams. Voilà, ça c'est dans le cas de création d'entreprise ou de groupement d'intérêt économique. Exactement. Voilà, les GIE. Et l'augmentation de capital. Voilà. On a parlé que les associations de microcrédit sont exonérées de la TVA sur les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement de cette association. Et même les prêts. Même les prêts. Parce que ce sont des associations qui, on va dire, permettent à justement des personnes physiques qui ont des tout petits projets de créer d'entreprises individuelles, finalement, qui sont des gens qui sont identifiés après. Des petits prêts de 10 000, 15 000 dirhams sont souvent des marchands ambulants qui veulent s'équiper, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important de souligner ça. C'est une sorte d'encouragement par rapport à ces structures-là. Apport de biens d'entreprises individuelles à une société. On a dit qu'ils sont exonérés de la plus-value. Alors ça, c'est dans le cas où, justement, on passe d'entreprise individuelle à une société. Lorsqu'on apporte les biens de cette entreprise individuelle à une société, on est exonéré de l'impôt sur les plus-values. D'accord. Et cette disposition est valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. On a dit qu'il faut deux conditions. Il faut faire un rapport, chez un expert comptable, commissaire aux comptes, en fait. C'est le commissaire aux comptes qui fait le rapport. Ça, c'est important. Et puis aussi, le rapport doit être effectué entre 1er janvier 2013 et 31 décembre 2014. On a 2 ans pour faire cette opération. Ok. On a parlé de l'identification pour la première fois, et là, on annule toutes les dettes fiscales. Lorsqu'on s'identifie, dette fiscale théorique. Entre guillemets, dette fiscale théorique. Effectivement. Non, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on s'identifie pour la première fois, ça veut on fait table rase sur le passé. Oui, mais ça veut pas dire que avant on était automatiquement dans l'informel aussi. Ça veut dire que ça permet de soit les gens ça peut être les jeunes, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a 23 ans, 24 ans ou 22 ans qui vient s'identifier pour la première fois, il est pas censé avoir un passif ou un passé fiscal. Par contre, les autres qui exerçaient déjà auparavant, qui ne se sont jamais identifiés à la taxe professionnelle, on les laisse tranquilles. Voilà, on les laisse tranquilles. Si jamais ils s'identifier, ils portent volontaire à aller à l'administration fiscale pour s'identifier. On ne leur demande rien sur le passé, mais par contre, ils s'engagent à payer des impôts à partir de la date de l'inscription. Puis il y a l'augmentation de capital, je sais pas si... Bon, ça c'est on en a parlé. On n'a pas parlé de l'augmentation de capital, M. Tadlaoui, si vous voulez qu'on l'aborde. Si, on en a parlé dans c'est une autre mesure. Non, ça c'est le droit d'enregistrement. D'accord. Alors là, il y avait les droits d'enregistrement dans le cas de création d'entreprise et d'augmentation de capital. Alors, dans le cas de l'augmentation de capital, ensuite on passera à l'OBNA de CASA avant de lister toutes les autres dispositions. Alors, pour l'augmentation de capital, on a une prolongation, ça existait auparavant, on a une prolongation de cette disposition jusqu'au 31 décembre 2013. Elle concerne quoi? C'est une réduction de l'impôt sur les sociétés de 20%, l'augmentation de capital réalisée. Je m'explique. Vous avez une petite société qui a, par exemple, 10 000 dirhams dans son capital. Et avec un compte courant, des fois, on trouve à 10 millions ou 15 millions de dirhams de compte courant. Ah bon? Oui, un peu. Vous avez un compte courant qui est très gonflé, avec un petit capital. Et si jamais, juridiquement parlant, il y a une disposition en droit des sociétés, si jamais la société a accumulé des pertes, elle tombe sous le coup de ce qu'on appelle les capitaux propres sont inférieurs à 25% du capital. Donc il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas malheureusement. Donc c'est un article de loi qui dit que si jamais vous avez des capitaux propres qui sont inférieurs à 25% du capital, vous êtes obligé de régulariser la situation de votre société. Et vous avez 4 ans ou 5 ans pour le faire? Après, si c'est à répétition, vous devez liquider? En fait, non. Il faut faire une assemblée générale extraordinaire pour décider du sort de votre société. On parle juridiquement parlant. Pour régulariser cette situation, une des solutions, c'est faire une augmentation de capital. Autant en profiter maintenant. Puisque vous avez un abattement de 20%
l'augmentation de capital. Je fais une augmentation de capital de 1 million, j'ai 20%, j'ai 200 000 dirhams que je peux déduire de mon IS à payer. Donc 20% du montant que vous allez rajouter dans le capital va être déductible. Va être déductible de mon IS à payer. Donc c'est du résultat fiscal. Enfin, de l'IS carrément. Par exemple, j'ai 450 000 dirhams d'IS à payer. Oui. Je fais 1 million de dirhams d'augmentation de capital. Oui. J'ai un cadeau de 20%. Donc c'est 200 000. 200 000. Combien j'ai dit au départ? 450 000. 450 000 moins 200 000. Ça fait on enlève 200 000 dans l'absolu. Dans l'absolu. Là, c'est intéressant pour une entreprise. Très intéressant. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas ça permet d'augmenter le capital de la société et avoir une autonomie aussi financière vis-à-vis des tiers. D'accord. Bon. Donc c'est assez intéressant. Alors cette disposition est valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, à condition qu'il ne faut pas faire de réduction de capital avant le 1er janvier 2012. Et la deuxième disposition qui est très intéressante... avant le 1er janvier 2013 2012, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit le capital avant. Avant, oui. D'accord. Voilà. Et on a aussi, il faut présenter les 4 derniers bilans. C'est-à-dire si vous avez une société nouvellement créée... qui a 1 an ou 2, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut au moins avoir 4 ans d'expérience. Enfin 4 ans d'ancienneté. 4 bilans. Donc ça peut être 3 ans et 2 mois. Ça peut être 3 ans et 2 mois. C'est-à-dire on a un premier bilan de 2 mois et 3 ans. D'accord. 15h14, je répète encore, bravo au comptable. Moi, je passe 2 heures avec Silahiani. Après, j'ai besoin de 3 aspirines. Si vous me permettez, demain, si vous me permettez, monsieur. Oui, il y a une rencontre organisée par l'Ordre des experts comptables. Alors, Conseil régional de l'Ordre des experts comptables du Nord, qui organise une conférence débat sur les dispositions fiscales de la loi de finances 2013. Et ça sera à Tanger, à partir de vendredi 8 janvier 2013 à 15h. D'accord. Alors c'est gratuit. C'est gratuit, c'est porte ouverte pour tout le monde. Donc c'est organisé par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables du Nord. Et si on veut avoir des informations, on peut appeler 05 37 77 99 24. Je répète 05 37 77 99 24 ou 25 à la fin. Voilà. Et puis ici, vous appelez au 05 22 95 36 70. Vous confondez pas. Donc c'est demain à Tanger, si on veut passer un week-end. Donc demain à Tanger. Super. Voilà, pour passer un week-end à Tanger. Un après-midi, un Tanger après-midi, un vendredi après-midi, puis après vous reposez. Je vais le dire à ma femme, ça. C'est-ce que ça te dirait de passer un week-end à Tanger, une après-midi à un congrès d'experts comptables? Je sais ce qu'elle va me répondre. Et après vous alignez samedi, dimanche. Faut vous reposer. 15h16. On a Loubna de Casa. Bonjour Loubna. Oui, bonjour. Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre émission. Merci à vous. Et donc, la question, c'est par rapport au délai de paiement, donc les nouvelles dispositions par rapport au délai de paiement. Donc, je voudrais savoir elles sont valables pour quelle facture? Parce que là, maintenant, on est en train d'établir les règlements pour le mois de novembre 2012. Donc, est-ce qu'elles sont concernées par ces dispositions-là ou c'est à compter de janvier? Alors, à propos des délais de paiement... Alors, excusez-moi. On va en parler parce que... ça ne fait pas partie de la loi de finances, mais c'est une nouveauté. C'est vrai que c'est extrêmement important puisque ça concerne les entreprises et on va repréciser ça parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur Facebook par rapport à ça, beaucoup de réactions. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre, de revenir dessus. Donc c'est un rapport qui concerne fournisseur-client. Si je prends la dernière information que j'ai obtenue, c'est-à-dire c'est le complément de la pénalité. On connaissait les 3% de Banque Maghreb, mais je ne connaissais pas les 7%. De la marge du ministère des Finances. C'est-à-dire que dans la définition de la pénalité de retard, on avait le taux de Banque El Maghreb majoré, on ne savait pas de 6, 7 points, etc. Voilà. Et après, ça a été... On l'a su le 15 novembre 2012. Pour arriver à 10%. À 10%. Donc, j'ai la dernière information qui a été connue le 15 novembre 2012. Théoriquement, je dis bien théoriquement, on doit appliquer ces dispositions de délai de paiement à partir du 15 novembre. D'accord. Alors, tout ce qui est exécution de service ou livraison, toute dernière livraison effectuée à partir du 15 novembre et qui n'a pas été payée maintenant, il faut appliquer une pénalité de 10%. Parce qu'on est le 17 janvier, donc à partir du 15 novembre, ça fait plus de 90 jours. Voilà 60 jours, plus de 60 jours. On est décembre, janvier. Décembre, janvier, ça fait 2 mois. Mais si on a convenu un délai, c'est 90 jours, il nous reste encore un mois.
Mais comme je l'ai dit la dernière fois, je vous conseille de mentionner cette information dans la facture et dans le bon de livraison. Tous les documents échangés, les emails, etc. De demander au client aussi de le remettre sur le bon de commande, ça aussi, ça peut servir. On va en rediscuter de cette loi sur les délais de paiement parce que moi comme on en discute à chaque fois, je vous dis, je suis très favorable à une loi sur les délais de paiement. Maintenant, j'ai beaucoup de critiques par rapport à certaines choses et les gens avec qui je discute, les chefs d'entreprise, etc., le sont aussi. Je vous invite à nous appeler pour cette histoire c'est plus le mécanisme qui est peut-être à affiner et comme c'est une nouvelle loi, on espère au cours de l'année, on verra les témoignages des gens, on verra est-ce que c'est respecté, est-ce que les clients jouent le jeu, ne jouent pas le jeu, sur quoi ça coince, etc. Après là, aujourd'hui, on peut critiquer des mécanismes. Bon, elle a le mérite d'exister. Laissons du temps pour voir comment ça va fonctionner. Voilà Loubna. Alors il est 15h19, on continue sur les principales dispositions. Il y a une disposition qui est extrêmement importante, c'est la disposition de la contribution sociale de solidarité. Ce qu'on appelle la CSS. La fameuse. Alors, les personnes imposables. Les personnes imposables, c'est toutes les sociétés, sauf les associations et quelques fondations, je ne les cite pas, personnes physiques titulaires de revenus professionnels, commerce, industrie, etc. Salariés, personnes physiques titulaires de revenus fonciers, exemple, location. Alors, ça, juste on s'arrête sur cette dernière catégorie de gens. Qui est concerné? Sur cette dernière catégorie de gens. Oui. La dernière catégorie de gens sont des gens qui ont des revenus fonciers. C'est entre guillemets ce qu'on appelle des rentiers. Des rentiers. Voilà, ce sont les rentiers qui, on va dire... Dans la catégorie de revenus fonciers. Oui, bien sûr. C'est-à-dire et qui les déclarent. Qui les déclarent, bien sûr. Donc les gens qui déclarent, qui ont plusieurs appartements, des maisons, etc., et qui encaissent des loyers et qui les déclarent, bien sûr, parce que tout ça, ça concerne que les gens qui déclarent, bien sûr, et tout le débat est là, bien sûr, que les gens qui déclarent devront cotiser au Fonds de cohésion sociale. Ah, bien sûr, à condition qu'ils atteignent un certain seuil, au-delà d'un certain montant. Mais on va rentrer dans le détail. Oui. Quel est le taux? Pour les sociétés, c'est le bénéfice net de 15 à 25 millions. Ils doivent payer 0,5%. Sur les bénéfices nets. Sur le bénéfice net. Donc ce sont les sociétés qui font des bénéfices nets. Non, alors c'est le chiffre. Non, on parle bien de bénéfices nets. Ah d'accord, donc ce sont les sociétés qui font des bénéfices entre 15 millions et moins de 25 millions de dirhams. C'est 0,5%. C'est 0,5%. De son montant. D'accord. Donc ça, on est déjà, là on tape sur les grandes entreprises. Voilà, il n'y a pas 15 millions de bénéfices, c'est des grosses entreprises. Exactement. Ensuite, 1% pour les sociétés qui font entre 25 millions et 50 millions de dirhams de bénéfices, 1,5% entre 50 millions et moins de 100 millions de dirhams et 2% au-delà des entreprises qui font un bénéfice de plus de 100 millions de dirhams. Voilà. Donc ça, ce sont pour les entreprises. Quand est-ce qu'il faut déposer cette déclaration? Il faut la déposer comme l'alias fiscal, c'est-à-dire au 31 mars 2014. L'année prochaine, en sus ou en plus des déclarations qu'on dépose, il faut rajouter la déclaration de la contribution sociale de solidarité. Alors, et on fait un chèque. On paye. Bon, on fait que payer depuis tout à l'heure. Mais je dis, quand on parle 31 mars, c'est pour les exercices clos au 31. Oui, non, au 31 je me fais comprendre. En fait, c'est 3 mois après la clôture. Au 31 décembre. Alors, c'est-à-dire que je sais qu'il y a un formulaire qu'on remplit pour l'IS, il y a un formulaire qu'on remplit pour l'IR, et donc là, il va y avoir un autre formulaire pour la cohésion sociale. Il n'a pas besoin d'être prêt maintenant, de toute façon. Non, mais sauf que pour les salariés, ils vont le préparer incessamment sous peu pour faire la déclaration du salaire du mois de janvier. Oui, ça c'est pour les salaires. On va y revenir justement sur la contribution, cette fois-ci des salariés. Et on sait qu'il y a encore un petit trouble sur cette histoire entre le brut, le net. Est-ce que c'est sur la base du salaire net? Est-ce que c'est sur la base du salaire après impôt? Est-ce que c'est sur la base du salaire après impôt et cotisation sociale? On va en parler. Amine de Casablanca, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Allô? Alors soit vous êtes sur la plage, soit vous êtes sur la plage Sidi Kaouki, soit vous êtes dans votre voiture. Vous êtes dans ma voiture, mais vous inquiétez pas, j'ai garé la voiture. Ah bah très bien. Allez-y. Alors j'ai une question concernant le sujet que vous avez abordé tout à l'heure, c'est l'abattement des 200 000 dirhams. Lors de l'augmentation de capital. Lors de l'augmentation de capital. Oui. Exactement. Je connais l'entreprise qui vont faire prochainement
l'augmentation. Alors, Amine, on vous entend très mal. On va essayer de vous rappeler. Parce que là, on n'entend rien. Donc, on essaie de vous rappeler. On vous reprend juste après sur cette disposition qu'on a vue tout à l'heure, sur l'augmentation de capital et sur la baisse, enfin, le défalquage sur le. Vous voulez en résumé. Oui, en résumé, parce que c'est simple. On a un cadeau fiscal de 20% de l'augmentation du capital. Du montant de l'augmentation du capital qu'on peut déduire de notre impôt sur les sociétés. Et cette disposition est valable pour les sociétés qui ont une ancienneté de minimum de 4 ans. Enfin, 4 ans. 4 bilans. 4 bilans. 4 bilans derrière. 4 bilans. Donc, 6 ans, 4 bilans, il faut venir avec 4 bilans. C'est-à-dire 4 bilans déposés ou 3 bilans plus l'année en cours? Non, enfin 4 bilans, 4 bilans déposés. Il parle en fait chacun des 4 derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013. Bon, voilà, donc c'est 4 bilans derrière. Et qui ont bien sûr un chiffre d'affaires inférieur à 50... Oh oui, pardon, j'ai pas précisé une chose. Oui. Pour les sociétés qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de dirhams hors taxes. Qui sont concernés par ces dispositions d'augmentation de capital. Ah, donc c'est pour les PME alors. Voilà, pour les PME qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires. D'accord, ça on l'avait pas précisé. Voilà, pourtant pour moi. Bon, en tout cas, même si on arrive à avoir Amine tout à l'heure, peut-être qu'il a une question plus précise à nous poser, on y répondra comme d'habitude avec plaisir. Alors on revient à cette contribution au fonds de cohésion sociale. On a parlé des entreprises. Maintenant, la contribution des personnes physiques au fonds de cohésion sociale. La contribution sociale de solidarité, en fait, c'est une retenue à la source. Donc, c'est la CSS. C'est la CSS. Exactement, qu'on retire aux salariés, c'est comme l'impôt sur le revenu, qu'on retire de son salaire. Ça va être ponctionné chaque mois. Comme l'impôt sur le revenu. Comme les cotisations, comme l'impôt sur le revenu. Mois de janvier, on va ponctionner la contribution sociale de solidarité, on va la verser en février comme l'impôt sur le revenu. On va ponctionner la CSS. C'est-à-dire que là, ça a commencé dès ce mois de janvier, là. Ça a commencé parce que le mois de janvier, mois de janvier, ça doit concerner les salaires de décembre. Donc on touche pas. Donc c'est à partir de février. Exactement. D'accord. À partir du 1er janvier 2013, les salaires de janvier. Qu'est-ce que je suis fort. Ouais, je vois ça. Oui. Alors. Vous allez finir par devenir expert. Donc à partir de février. Non. À partir de février. Donc à partir de février, mais sur les salaires de janvier, on est bien d'accord. Oui, les salaires de janvier. Quelqu'un qui va toucher son salaire à la fin de ce mois-ci, il va se voir défalquer la part de la contribution sociale de solidarité. Ensuite, cette contribution, on va aller la déposer au plus tard, fin février, comme l'impôt sur le revenu. Voilà. Pareil. Non, parce qu'il y a des gens qui... faut bien expliquer aussi qu'il y a des gens qui le savent pas. Maintenant, moi, je le sais. Voilà. Vous, salariés, on vous paye votre salaire fin janvier. Et on vous ponctionne l'IR. Mais cet IR ne part pas directement aux impôts. Il est payé avant le 30 février. Avant le 28 février, c'est mieux. Oui, bon. Bon, bref, avant la fin du mois suivant. Voilà, au plus tard. Ah oui, après, sinon, l'entreprise paye des PTI. Mais attention, ça ne concerne pas tout le monde, pour remonter un peu le moral. Oui, bon, allez-y. Ça ne concerne pas tout le monde. Alors, c'est 2%. Donc, 2% pour les salaires, bon, je vais parler de barème mensuel, de 30 à 50 000 dirhams, net d'impôts par mois. 2%. Entre 50 et 70 000, toujours par mois, 4%. Plus de 70 000 net d'impôts, 6%. OK. Comme je dis tout à l'heure, l'année prochaine, en février 2014, on a l'habitude de faire la déclaration récapitulative des salaires. Pour les entreprises. On va le faire ce mois-ci. Pour 2012, on va le faire en février, au plus tard. Ce qu'on appelle la 9421, c'est l'état récapitulatif des salaires. L'année prochaine, on va faire la même chose, pareil, mais on va rajouter encore cette déclaration de la contribution sociale de solidarité. Il y aura une case en plus, normalement, dans les formulaires. Normalement. Ou sinon, il y aura un formulaire à part. D'accord. Alors, la durée d'application. Oui. Je continue, si vous me permettez. Puis après, c'est limité dans le temps. C'est limité dans le temps. C'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc, pour les sociétés, c'est 3 exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015. Jusqu'à fin 2015. Jusqu'à la fin 2015. Sauf si c'est prorogé. Bon. Pour les personnes physiques, revenus professionnels, comme je dis tout à l'heure, aux salariaux, 2013, 2014, 2015. Pareil, la même chose. D'accord. Alors, les gens qui sont... Alors ça, c'est pour les salariés. Les personnes physiques dont on a parlé tout à l'heure, entreprises individuelles, qui ont des patentes, etc., sont soumis aussi à ça. Sauf qu'eux ne vont pas le payer de manière mensuelle. Voilà. Ils vont le payer de manière annuelle. Avec leur, Exactement. C'est pareil. Donc, ça concerne, comme je disais tout à l'heure, je parlais des personnes physiques. Eux, ça va leur faire plus mal, à mon avis. Parce que ça va être tout d'un coup. Maintenant,
le problème qui se pose... Question, juste, je suis curieux. Est-ce que on sait que par exemple pour les entreprises, l'IS est payé en plusieurs fois parce qu'il y a c'est les acomptes. Ce sont les acomptes, après il y a une régularisation. Bon bref, on va dire que ça fait passer la pilule plus facilement parce que c'est pas payé en un seul paquet. Est-ce que les personnes physiques qui ont des patentes, etc., peuvent avoir le même... Non, c'est tout d'un coup... Vous payez un acompte, ce qu'on appelle la cotisation minimale à la fin de ce mois-ci, fin janvier. Et puis après, vous recevez votre l'avis d'impôt s'il y a un complément à payer. Alors que pour les sociétés... Et la cotisation minimale est basée sur le chiffre d'affaires. Déclaré. Déclaré, bien sûr. Chiffre d'affaires déclaré. Au 21 janvier. Au 31 janvier. Non, c'est le chiffre d'affaires 2012. Par exemple, là, on a clôturé l'exercice 2012. Oui. On va payer un acompte pour les entreprises individuelles. Oui, mais sur quelle base? Sur la base du chiffre d'affaires. Mais c'est du déclaratif, ça. Déclaratif, bien C'est-à-dire que la compte est un déclaratif aussi pour les personnes physiques. Exactement. D'accord. Okay. Et ensuite, c'est un avis. Voilà. Alors, sauf que pour l'entreprise individuelle, on ne parle pas d'acompte, on parle de cotisation minimale, en fait. Oui. Alors que les sociétés, on parle de cotisation minimale qui est sous forme d'acompte. Laureline Savoie a changé, est passée du bleu au vert, au rouge. Elle nous regarde à travers, elle essaie de comprendre ce qu'on dit. J'espère que tout est compréhensible. Oui, Laureline, il est 15h29, je ne vous ai pas oublié. Le Flash Info, on revient juste après. On parle de la loi de finances dans les experts. Les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts aujourd'hui dédiée à la loi de finances 2013 et ses principales dispositions avec Mohamed Lahiani, commissaire aux comptes, expert comptable. C'est dans le bon sens? On est d'abord expert comptable avant d'être commissaire aux comptes? Les deux? Excusez-moi, les deux. Simultanément. Et inscrit à l'ordre. On a retrouvé Amine au bout du fil. Bonjour Amine. Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, là on vous entend mieux, c'est bien. Donc, tout à l'heure, vous aviez répondu à une de mes questions. Oui. Et là, j'ai une deuxième question. Ça concerne la retenue à la source des sociétés anonymes. Donc, j'ai un petit cas. C'est si jamais une entreprise veut l'augmentation de capital, c'est par incorporation de réserves facultatives et en même temps, si jamais il y a déjà un report à nouveau, donc, ça marche pas. qui était cumulable durant des années. Et les actionnaires de la société veulent faire une distribution de dividendes. Pardon, excusez-moi. Et les actionnaires veulent faire une distribution de dividendes. Donc, est-ce que plutôt la société, elle sera imposée à régler cette retenue à la source? Est-ce qu'elle devra régler la retenue à la source, sachant que l'augmentation de capital, elle se fera par incorporation des réserves facultatives et en même temps du report à nouveau? Donc voilà, c'est ça ma question. Bon, merci. Je sais pas si vous avez compris. Ouais. Bon, moi j'ai rien compris, mais bon. Juste expliquez-moi. Non, attends, juste pour que aussi tout le monde comprenne, comme ça on va apprendre des choses. Je dormirai moins bête ce soir. Réserve facultative, je sais ce que c'est qu'un report à nouveau. Les réserves facultatives, c'est quoi? C'est pareil. En fait, c'est des résultats précédents. La réserve facultative, c'est que lorsqu'on fait une affectation de résultats, on les dispatche entre plusieurs éléments. Soit on les dispatche à une réserve, ce qu'on appelle une réserve légale. Par contre, celle-là, elle est obligatoire lorsque vous faites des bénéfices. L'État vous oblige à avoir une sorte d'autonomie financière. Oui. Ça, c'est pour une SA ou SARL et SA. D'accord. C'est 5% du montant de bénéfices net. Oui. L'État vous oblige à avoir une partie de votre bénéfice à l'injecter dans votre société pour avoir une autonomie financière. D'accord. Le reste, on fait ce qu'on veut. C'est ça ce qui s'appelle la réserve facultative. Alors, réserve facultative, et s'il reste quelque chose, on met en report à nouveau. Mais on voit beaucoup de sociétés, ils ne les mettent pas dans réserve facultative, ils les mettent directement en report à nouveau. D'accord. Mais c'est pareil, on peut mettre, on dit, je prélève 5% de la réserve légale. Ça, c'est les jeux comptables, les écritures comptables. Pour expliquer d'une façon très simple, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail et dans la technique, c'est que j'ai un bénéfice. Je réalise un bénéfice, je prends 5%, je ponctionne 5% parce que l'État me l'oblige, ce qu'on appelle une réserve légale, son nom l'indique, donc c'est obligatoire, pour avoir une sorte d'autonomie financière. Donc l'État vous oblige, plafonné bien sûr à 10% ou à 20%. Ensuite, il me reste un solde. Ce solde, je vais le mettre, soit je mets tout dans une réserve facultative, c'est-à-dire je rajoute encore une sorte d'autonomie financière à ma société, soit je le mets en report à nouveau, mais c'est encore la même chose, parce que le report à nouveau, c'est aussi une sorte d'autonomie financière, tout simplement. D'accord.
Alors, si okay. Et là, donc, pour répondre à la question d'Amine, en cas de distribution de dividendes, il faut que, en fait, lorsqu'on fait une augmentation de capital par incorporation de réserves, là, on n'a rien apporté à la société. Oui. C'est de l'interne. Par contre, lorsqu'on fait un apport extérieur à la société, c'est là où on est concerné par cette disposition de réduction d'impôt de 20%. D'accord. Ok, donc là, ça ne concerne pas. Voilà, ça ne concerne pas. Ok, 15h43. On a une question de Mohamed sur Facebook et qui va nous permettre d'aborder une des dispositions dont on n'a pas parlé, qui concerne l'immobilier et surtout pour les particuliers. On a Mohamed qui nous demande, voilà, je viens de finir ma résidence, une petite villa que j'ai moi-même construite et je voudrais préparer mon dossier de demande de permis d'habiter et le dossier de TVA. Sachant qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas, et même on en avait parlé avec Maître Sbari, ex-conservateur et notaire, sur ce fameux, et lorsqu'on avait parlé des impôts également, on avait parlé de la livraison à soi-même. Il y a une notion de livraison à soi-même, et lorsque vous construisez une maison, vous devez déposer un dossier de TVA, et on avait souligné le manque d'informations, parce que c'est vrai que des particuliers qui sont pas gestionnaires d'entreprise, etc., on ne sait pas ce que c'est qu'une déclaration de TVA, on ne sait pas comment la faire. Alors, je vais juste terminer la question. Donc, Mohamed vient de finir sa petite villa, il va demander son permis d'habiter et le dossier de TVA, donc lui, il est au courant. Et je voudrais savoir s'il y a du nouveau dans cette loi de finances, sachant que j'ai beaucoup de mal à collecter les factures. Dans la disposition de la loi de finances 2013, je cite, c'est les gens qui font une livraison à soi-même, c'est-à-dire les gens qui construisent pour eux-mêmes une maison ou une villa. Il n'y a plus cette TVA de livraison à soi-même. Il n'y a pas de TVA sur livraison à soi-même. Loi de finances 2013. Ah bon ? Oui. Par contre, il faut payer 60 dirhams par mètre carré occupé au-delà de 300 mètres carrés couverts. Attends, je lis l'article. Les opérations de livraison à soi-même en matière immobilière donnent également lieu à une contribution au Fonds de solidarité sociale à raison de 70 dirhams le mètre carré ouvert, à condition que le logement ou l'unité résidentielle en question ne dépasse pas 300 mètres carrés. 300 mètres carrés couverts. Donc vous payez 60 dirhams par mètre carré. D'accord, mais il n'y a plus de TVA. Il y a plus. Vous êtes sûr ? Parce que je vois pas. Écoutez, moi d'après la loi, c'est pas écrit. A priori, non, il y a pas. Pas dans ce que j'ai. Il n'y a pas de TVA. Par contre, vous payerez 60 dirhams par mètre carré. Donc il n'y a plus de déclaration de TVA. Il n'y a pas de déclaration de livraison à soi-même, effectivement. Par contre, il y a les 300 dirhams à payer. Ça, 300 dirhams. 60 dirhams fois 3. On va quand même vérifier ça. On va quand même vérifier ça. Non, parce que là, cet article-là, le seul article dans la nouvelle loi de finances qui parle de la livraison à soi-même, parce que on parle des opérations de livraison à soi-même. On dit les opérations de livraison à soi-même donnent également lieu à une contribution au Fonds de solidarité sociale à raison de 60 dirhams le mètre carré couvert. Est-ce que ça veut dire que ça dédouane ? J'ai compris la même chose que vous. On est bien d'accord. Moi, j'avais compris la même chose que vous. Pas loin qu'hier, j'ai lu et je relus encore cette disposition-là. A priori, il n'y a pas de livraison à soi-même. En revanche, on va payer 60 dirhams le mètre carré couvert. Bon, au-delà de 300 dirhams, bien sûr. 300 mètres carrés, pardon. On va quand même consulter et vérifier. Parce qu'on n'a pas envie de vous dire de bêtises. On dit, en tout cas, la nouveauté par rapport à ça, c'est que il y a quelque chose à payer. De toute façon, pour ça a été remplacé. Alors, j'espère que c'est remplacé. Oui, effectivement. Faut juste vérifier que ça a été bien remplacé, que c'est pas un ajout. C'est ça le truc. Mais c'est vrai que cette histoire de livraison avec déclaration de TVA pour des particuliers qui savent pas ce que c'est qu'une déclaration de TVA, ça devient parce que moi j'avais compris ça aussi comme ça. On en avait parlé. Mais j'avais pas vu que c'était pour la contribution au Fonds de solidarité sociale. Je me suis dit que les 70 dirhams par mètre carré, c'était une espèce de forfait pour éviter justement le problème qu'il y a dans la livraison. Mais c'est fait pour, parce qu'en fait, la livraison à soi-même, pourquoi ils l'ont mise en place, cette disposition, enfin les 60 dirhams le mètre carré, c'est pour éviter par exemple des fausses factures, des gens qui ramenaient des fausses factures, ils l'ont remplacé. Oui, mais souvent des gens qui n'avaient pas le choix. C'est ça. Enfin, on a toujours le choix, les fausses factures, c'est illégal. Oui. Mais parce que très peu de gens qui construisent leur maison font appel à une société pour construire la maison de A à Z. Exactement. Donc, si vous faites appel, faites appel à une société, il n'y a aucun souci. Vous faites même une seule facture. Une facture avec TVA. Le fisc évalue la TVA, et puis la TVA de votre maison, et on déduisait la TVA du Mais là, les gens qui font appel à un peintre d'un côté, à quelqu'un pour les grosses œuvres, à un artisan pour le carrelage, un truc, etc., qui souvent ne délivrent pas de facture. C'est pour ça que le fisc avait justement
constaté ça et que ça posait quand même un certain nombre de problèmes à beaucoup de gens. Donc voilà. On a Anouar de Casa. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Céline. Bonjour. Oui, répondez voilà, au téléphone. Je suis architecte à Casablanca. Oui. J'exerce à titre privé. Oui. Ça fait un peu plus de 10 ans. Donc depuis, moi, j'exerce sous forme de personne physique. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce que je peux changer mon statut en tant que société? Et qu'est-ce qu'il y a du nouveau dans cette loi 2013? Et sous quelle forme aussi, bien sûr. Sachant que l'architecte, il paye 6% à la fin de l'année en cotisation minimale, et puis après les 43% sur l'IR. Donc, une autre question, toujours il s'agit de mon activité. En fait, au début de ma carrière, donc j'avais une location d'un bureau. Et dernièrement, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai acquis un bureau, auquel maintenant j'exerce. Et j'ai posé la question, j'ai fait la demande à mon comptable pour que je puisse changer d'adresse. Sauf qu'il m'a conseillé de ne pas le faire, vu que l'ancien et le nouveau bureau ne sont pas dans le même secteur d'imposition. Donc il m'a dit qu'il y a un risque de contrôle, et donc puisque je suis en statut de personne physique, et bon, il va y avoir des problèmes peut-être ou autre. Donc voilà, donc c'est ça ma question, et je voudrais bien savoir l'avis de M. Hayani, votre invité. D'accord. Alors, moi, pour répondre à la première question, moi je pose la première chose que je ne connais pas. C'est le statut de l'architecte. Voilà, exactement. Ouais. Le statut de l'architecte. C'est quoi? C'est une profession libérale? C'est considéré comme une profession libérale? À voir. Exactement. Oui. Maintenant, il faut voir si vous pouvez créer une société d'architecture. Là, vous passez de l'entreprise individuelle. Si je prends d'un cas général, classique, on passe de l'entreprise individuelle à une société. Oui. Et du coup, je ne suis pas groupé, donc moi j'exerce tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres architectes. Mais vous faites un bilan. Oui, bien sûr. Le bilan, si vous passez à une société, vous allez apporter votre patrimoine, c'est-à-dire votre actif et votre passif, résumé dans un bilan, à une société que vous voulez créer. Oui. Vous ne craignez rien parce que vous ne serez pas imposé sur la plus-value de cet apport que vous faites de l'entreprise individuelle à la société. D'accord. En plus, si jamais vous faites moins de 300 000 dirhams de bénéfices annuellement, vous allez payer que 10%. Je parle d'un cas général. D'accord. Maintenant, il faut voir, comme je dis encore une fois, il faut voir ce que votre réglementation d'architecte spécifie. Alors, je suis sur le site du ministère, juste pour qu'on regarde. Exercice de la profession par les nationaux. La loi reconnaît différents modes d'exercice de la profession. Vous écoutez, Anouar, ça vous concerne. Oui. La loi reconnaît différents modes d'exercice de la profession. En effet, l'architecte peut exercer à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d'associé dans une société d'architectes. Voilà. Donc salarié dans une société d'architectes. Donc je pense que ça peut être interprété. C'est Lahiani, il peut créer une entreprise où il est le seul associé unique, il est salarié de cette société. Parfaitement, il est société. Au vu de ce que je lis, voilà. C'est on va dire l'exercice de la profession par les nationaux tel qu'elle est réglementée. Et ensuite, il y a à titre de fonctionnaire de l'État, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les fonctionnaires. Voilà. Alors, non, voilà, c'est bon. J'ai répondu à votre question. Alors, la deuxième question. Vous êtes imposé personnellement. Donc, il n'y a aucun lien entre le bureau et vous. Oui. Même si vous changez de bureau, vous êtes une entreprise individuelle. Oui. Il suffit juste d'informer l'administration fiscale comme quoi vous changez de domicile fiscal, d'adresse fiscale, pour recevoir les impôts à payer. Oui. Donc, il n'y a aucun rapport entre vous et le changement de bureau. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens disent que lorsque on change de bureau, si jamais on change d'adresse, on va avoir une vérification fiscale. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes imposé, c'est pas le bureau. Oui. Donc ça ne change rien. Oui, mais même pour une SARL. Oui, mais même pour une SARL. Parce que votre identifiant fiscal ne change pas. Pas du tout.
Mais il ne change pas. Donc, vous pouvez changer de bureau. Vous restez le même. La seule chose qui change, c'est la perception à laquelle vous allez payer votre RIR. Oui, non, si vous êtes dans une... si vous êtes dans un autre... voilà. Mais... Et puis, bon, il faut informer aussi l'administration fiscale, comme quoi vous avez changé. C'est une question de courrier et de rappel. C'est tout. Je veux dire, mais il y a rien. Le fait de changer de bureau ne... Voilà, exactement. Voilà. À partir du moment où vous ne changez pas d'identifiant fiscal, je ne vois pas il n'y a pas de... Enfin, théoriquement, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine. Si on changeait d'identifiant fiscal, je pourrais penser que l'administration va dire il veut se soustraire. Mais bon, si on garde même identifiant, on vous retrouve de toute façon. Et on continue notre déclaration, il n'y a aucun souci. Oui. Voilà. Donc voilà, on a répondu à vos questions. C'est bien, on est clair aujourd'hui. Bien. Ah bon? Ouais, c'est bien. Je sais pas, je trouve. Moi, je comprends. C'est que tout le monde peut comprendre. Alors, je reviens juste, si vous permettez, M. Tedlaoui. Je rebondis sur la contribution sociale de solidarité. Oui. Bon, on n'a pas fini. Il nous reste 7 minutes, on va parler de ça, on va consacrer les dernières minutes à ça. La problématique de la base, là je parle dans le conditionnel, parce que lorsqu'on lit le barème, on parle de revenus nets d'impôts. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez du net d'impôt? Alors si vous me posez la question, je ne suis pas spécialiste, vous me posez la question, je vous dis, c'est le salaire que le salarié, je vais mettre dans ma poche à la fin du mois. À la fin du mois. Ça, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire le net à payer, que vous aviez auparavant. Moins les cotisations sociales. C'est ce que j'ai compris, moi. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais là, je vais parler dans le conditionnel. Oui. D'après le communiqué de l'administration fiscale, lors de la réunion avec les experts comptables avant-hier, le 15 janvier, il paraîtrait que, je parle dans le conditionnel, que le net d'impôt, c'est le salaire brut moins l'impôt sur le revenu. On ne déduit pas la CNSS. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça va gonfler. Je parle dans le conditionnel. Non. Si jamais c'est le cas, on répète encore, c'est au conditionnel, et je vous assure qu'on va refaire encore des émissions, parce qu'au fur et à mesure, on a eu au fur et à mesure de nos émissions, on a eu des éclaircissements à chaque fois. Et là, il reste un petit flou, là, comme vous nous dites. Exactement. Est-ce que la base de calcul de la contribution au fonds de cohésion sociale, cette fameuse taxation supplémentaire des classes moyennes, est-ce que ça va être sur la base du salaire brut moins l'IR, ou sur la base du salaire brut moins l'IR et moins les cotisations sociales? Et s'il y a d'autres mutuelles. Parce que si c'est moins l'IR, il y a beaucoup de gens qui vont être rajoutés à la population qui va payer ça. Si c'est moins la CNSS, il y en a beaucoup qui vont passer en dessous. Alors, j'ai une question de Saïda par rapport à ça aussi. Je suis salarié de plusieurs sociétés. Les salaires cumulés ne dépasse pas 30 000 dirhams chacun. Comment calculer l'impôt de solidarité nationale? Si elle ne dépasse pas 30 000, elle est tranquille. Elle ne dépasse pas 30 000. Chacun. Ah, pardon, excusez-moi. Chacun. Donc, c'est-à-dire à deux, à mon avis, ça va dépasser. Normalement, c'est deux choses. Soit je fais une démarche personnelle vis-à-vis de l'administration fiscale, et là, je vais payer, en cumulant tous les salaires, je vais payer ma contribution. Donc, je fais ma déclaration, je paierai moi-même. Ou sinon, je pourrais éventuellement aller faire un calcul et aller voir les chefs d'entreprise et leur dire voilà, moi ma part de contribution sociale, je baisse sur une société, je demande d'augmenter à l'autre et qui paye la... Oui, voilà. Donc, ça va être mais ça reste toujours une droite. Oui, c'est une solution comme une autre. Mais qui paye? C'est le salarié. Oui, c'est le... Non, mais alors c'est le débat. C'est le salarié qui paye. Puisqu'il nous reste 5 minutes, c'est pas un impôt finalement, normalement. C'est considéré comme un impôt, mais finalement, c'est pas un impôt puisque c'est une contribution au fonds de cohésion sociale. Donc, et comme vous l'avez dit, il est limité dans le temps. Il est limité dans le temps et on parle de contribution. On ne parle pas d'impôt sur le revenu supplémentaire, etc. On parle de contribution au fonds de cohésion sociale qui, beaucoup de gens l'avaient souligné, qu'il était prévu dans la Constitution seulement en cas de catastrophe naturelle. Ça, ce sont les détracteurs de la loi de finances. Je vous lis ce qui est. Moi, je ne fais que relater ce que les gens disent. Mais donc là, si jamais une personne, ça arrive, il y a des gens qui sont salariés dans une ou deux entreprises, parfois 3. Il peut y avoir un gérant de plusieurs entreprises, de plusieurs petites entreprises qui touchent un salaire dans chacune. Si chacun des salaires est inférieur au plafond, donc à partir duquel on paye la contribution de cohésion sociale, il faut faire l'addition des deux. C'est ça. Et faire une déclaration seulement pour la contribution au fonds de cohésion sociale, puisque l'IR est censé avoir été retenu par l'employeur. Et ça va être comment? Ouais. Mais ça, de toute façon, dans tous les cas de figure, l'État sera payé. Enfin, je veux dire, on va faire un chèque et le salarié celui. Mais non, parce que là, chacune des entreprises qui paye le salaire à cette personne-là ne va pas payer. Certes.
cette cotisation parce qu'il sera en dessous. D'accord. Si cette personne-là ne fait pas la démarche, il va pas faire le chèque. Et surtout des salariés qui n'ont pas l'habitude de faire une déclaration d'IR. Non, mais à un moment, il faut le faire parce que n'oublions pas qu'en mois de février, les sociétés vont faire une déclaration annuelle des salaires qui ont été versés à cette personne. Donc, lorsqu'on va accumuler, parce qu'on met le nom de la personne, la carte d'identité, etc., puis le salaire de cette personne. Lorsqu'on va accumuler les salaires, on va se rendre compte que la personne n'a pas payé la contribution de solidarité. Donc, c'est pour cela, à mon avis, soit on s'arrange avec un employeur, avec une entreprise, parce que finalement, c'est retenu du salaire, donc il paie rien, l'entreprise n'a rien payé de la poche, ou sinon c'est le salarié qui prendra la démarche, fera la démarche pour payer cette contribution. Bon. 15h57, vous avez quelque chose juste à rajouter? Oui, alors il est 15h58, je rappelle quand même que Mohamed Lahiani qui est là et qui nous éclaire de toute sa science, vous avez écrit 2 bouquins. Hein. Je veux dire, plus. Ouais, bon, c'est pas des bouquins que je mettrai sur ma table de nuit, je vous le dis sincèrement. Audit et contrôle interne et l'audit fiscal, guide de contrôle. Non, merci. Bon, en tout cas, c'est on va dire très technique, c'est destiné aux financiers, aux comptables, mais aussi aux chefs d'entreprise, aux professionnels et également aux chefs d'entreprise bancaires et aux étudiants également. Voilà. Et je rappelle juste demain, il y a une réunion, encore une fois, je rappelle, le conseil régional à Tanger, à partir de 15h, sur les dispositions fiscales de la loi de finances 2013, qui est organisée par le conseil régional de Rabat et Nord. Voilà, c'était les experts, on parlait de la loi de finances. Je suis fatigué là, je suis fatigué. On en parlera, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à dire. Il est en train de me dire qu'on n'a pas parlé de telle chose et telle chose. On a beaucoup de choses à dire, on va en refaire des émissions, il est 15h59, on se retrouve demain. Demain, c'est le grand débat des experts et j'aurai le plaisir de recevoir Mehdi Ben Abdjelil, Khouloud Qabbali, les initiateurs, ceux qui sont à l'origine de l'opération Ansgou, qui vont, comme on l'avait convenu avec eux, parler, nous relater, nous raconter comment s'est passée cette expédition à Ansgou. Ça sera demain 14h-16h. Ne ratez pas le grand débat des experts. À demain.